Depuis une bonne quinzaine d'années, les what-if concernant l'univers Dragon Ball se multiplient dans les fans-mangas et les fanfictions. On a de grands classiques comme « Et si Sangoku ne s'était pas cogné la tête étant enfant ?» Et si Piccolo n'était pas mort lors de la bataille contre les Saiyans? Et si Sangohan avait perdu contre Cell? Et si Végétaux n'avait pas défusionné? À lui tout seul, Dragon Ball Multiverse propose de très nombreux scénarios allant dans ce sens, et les possibilités scénaristiques sont très nombreuses. Mais à ma connaissance, personne n'avait pensé à « Et si Raditz avait tué Sangoku et Piccolo, puis amené Sangohan avec lui dans l'espace ?» Personne, à part un auteur bien connu des lecteurs de fan-manga français, Kotenken. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici c'est Lozaru, bienvenue à la caverne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Saigo no Son. Contrairement au manga original, Sangoku ne parvient ici pas à maintenir Raditz jusqu'au bout pour que Piccolo les tue tous les deux avec un Makanko Zappo. Résultat, le Saiyan au long cheveux esquive l'attaque de justesse. Furieux, il extermine immédiatement ses adversaires. Toutefois, au dernier moment, il décide d'épargner Sangohan et l'emmène avec lui rejoindre Vegeta et Nappa. Âgé de seulement 4 ans, Sangohan a le cerveau encore très modelable. Pendant pas moins de 10 ans, il va vivre auprès des autres Saiyans, accomplir de très nombreux meurtres en leur compagnie et oublier complètement sa famille terrienne. Mais un jour, Freezer demande à ses 4 hommes-singes de coloniser la planète bleue. Appelé désormais Nasu, Sangohan va-t-il participer à l'assassinat des amis de son père ou bien changera-t-il de camp? Là est la question. Saigo no Son se passe durant la saga Saiyan, et sa différence pourtant minime au départ entraîne des changements énormes. Pour commencer, Raditz est toujours en vie. A contrario, Sangoku et Piccolo, mais aussi le Très-Haut sont morts. La Terre a donc perdu d'entrée de jeu ses 3 guerriers les plus forts, ainsi que les Dragon Ball. Or, à cette époque, personne ne connaît l'existence de Namek. Il est donc hors de question de parler de résurrection. Dans de telles circonstances, Tenshinhan, Yamcha, Krillin et Chaozu n'ont pas d'autre choix que de se placer en première ligne. Fort heureusement pour eux, ils bénéficient de pas moins de 10 ans de sursis pour s'entraîner et non d'un seul. Il faut croire que Raditz n'a pas jugé la Terre très intéressante pour y revenir de sitôt. Sa situation géographique a dû aider, car n'oublions pas qu'elle se situe à 1 année de voyage en capsule pour les autres Saiyans, ce qui est tout simplement énorme. On peut comprendre que sans la motivation des Dragon Ball, Vegeta n'ait pas voulu passer 1 an entier à dormir, surtout vu son objectif de vaincre Freezer un jour. On a bel et bien droit à une bataille contre les Saiyans sur Terre, qui dégage la même atmosphère que dans le manga original. Mais son déroulement est différent. Pour commencer, il n'y a pas de Saibamen. De plus, Krillin et ses amis sont plus forts. On se met donc à espérer leur victoire, au moins contre Nappa, car on n'a aucune idée de l'étendue de leur puissance. Mais le facteur X, c'est Nasu. Contrairement à ce que l'on pouvait espérer, il refuse de se ranger du côté des terriens et envoie même balader Krillin. C'est logique d'ailleurs, car il ne l'a vu qu'une seule fois dans sa vie et pendant quelques minutes à peine avant l'arrivée de Raditz à Kameoz. Mais son opinion va changer assez radicalement lors de l'éruption de Chichi sur le champ de bataille. Par ailleurs, vu son potentiel caché, il pourrait bien être capable de décider de l'identité des vainqueurs. Je vais bien évidemment reparler de Nasu en profondeur dans quelques instants, mais avant cela je tiens à préciser une chose. Dans Saigo no Son, Sangoku ne vient pas en sauveur. Il le pourrait pourtant, puisque Mami Baba possède le pouvoir de ramener les morts sur Terre l'espace d'une journée. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il est inutile non plus. Comme dans la trame originale, Sangoku part s'entraîner chez Kaio. Mais au lieu de se préparer pour le jour J, il revient plus tôt afin d'apprendre à Tenshinhan la technique du Kankidama. Voilà qui est intelligent et original, mais aussi plus subtil de la part de Kotenken.
c'est une sorte de passage de flambeau. En tant que désormais individu le plus puissant de la Terre, l'homme aux 3 yeux reçoit de lourdes responsabilités, mais aussi une botte secrète au cas où les choses tourneraient mal. En tout et pour tout, Sangoku n'apparaît que dans 11 pages seulement, et dans 3 moments bien distincts. Malgré sa faible présence, il réussit cependant à influer sur l'histoire et à se montrer touchant, surtout dans les flashbacks, tout en laissant toute la lumière aux autres. C'est un très joli exercice d'équilibre qu'a réussi Gotenken le concernant. Ayant eu beaucoup plus de temps pour s'entraîner, les Terriens sont plus puissants que dans le manga original. Ceci dit, il n'est pas exclu que les Saiyans n'aient pas progressé non plus à force de se battre à travers l'espace. Le début de la bataille est donc assez indécis. Tenshinhan s'occupe de Nasu et Yamcha tient tête à Raditz, tandis que Chaozu et Krillin se chargent ensemble de Nappa. On se dit que tant que Vegeta n'intervient pas, ça peut le faire. Malheureusement, c'est en réalité surtout une illusion. Certes, les Terriens commencent bien. Krillin réussit même à couper le bras de Nappa. Mais peu à peu, les Saiyans prennent l'avantage et font leur première victime. Chaozu trouve notamment la mort dans une tentative désespérée, mais différente que celle de l'œuvre originale. En effet, il ne s'explose pas, mais tente le Mafuba, sans plus de succès pour lui malheureusement. La bataille semble alors perdue. Mais nous ne sommes qu'à la moitié du fan manga. Aller jusqu'à tout oublier de sa vie sur Terre, y compris sa propre mère, il faut le faire. Mais parfois, le cerveau se sert de l'oubli comme d'une défense pour pouvoir continuer à vivre suite à un gros traumatisme. Après tout, des tas d'enfants abusés oublient tout inconsciemment et ne se rappellent des faits qu'à l'âge adulte. Il est sans doute arrivé quelque chose de similaire à Sangohan pour qu'il devienne Nasu. Nasu trouve vite une nouvelle figure paternelle, non pas chez Raditz, mais auprès de Nappa. Ce dernier se révèle très pédagogue. Il a formé de nombreux combattants dans sa jeunesse, y compris Vegeta lui-même. Il éprouve une véritable sympathie envers le petit garçon et constitue son mentor. Sous son aile bienveillante, Nasu progresse rapidement. Un peu trop vite d'ailleurs aux yeux de Vegeta. Celui-ci voit Nasu comme un futur danger qui pourrait à juste titre un jour menacer sa place de chef de l'équipe. Le problème est d'autant plus grave que Freezer, sans doute amusé par la situation, lui a formellement interdit de l'éliminer. Vegeta déteste donc cette nouvelle recrue et ne perd pas une occasion pour le rabaisser. De plus, une petite voix au fond de lui dit qu'il les trahira un jour. Bien qu'étant son oncle, Raditz adopte un comportement très neutre envers Nasu. Après avoir échoué à l'entraîner correctement, il le confie volontiers à Nappa. C'est un peu normal, car dès le début, l'enfant est presque plus fort que lui. Largement dépassé par la suite par son neveu, Raditz sait de toute façon que son importance dans le groupe est minime et que Vegeta le méprise. Mieux vaut donc ne pas trop parler pour lui pour survivre. Dans cette ambiance tendue, Nasu devient en 10 ans un vrai Saiyan. Il participe à la décimation de nombreux peuples avec plaisir et maîtrise la transformation en Ozaru. Son regard est dur comme la pierre. Il a totalement perdu son innocence. Nasu serait sans doute resté toute sa vie auprès de Freezer et aurait peut-être un jour tué Vegeta une fois arrivé à l'âge adulte. Toutefois, Nappa l'en aurait sans doute empêché, tellement il se montre fidèle envers la famille royale. On ne le saura jamais, car l'arrivée d'un nouveau protagoniste que l'on n'attendait presque plus va tout changer, Chi-Chi. Ayant appris le débarquement des Saiyans, Chi-Chi insiste pour se rendre à leur rencontre. C'est ainsi qu'elle apparaît un peu après le début des hostilités en compagnie de Tortue Géniale, Bulma et Plume. On imagine que n'importe quelle mère ferait pareil. Immédiatement, elle reconnaît son fils et l'appelle par son vrai prénom. Cela déclenche un premier choc dans l'esprit de Nasu. Mais le déclic vient surtout ensuite. Furieux de ne pouvoir vaincre Yamcha et d'être éternellement considéré comme un bon à rien, Raditz tente d'évacuer sa frustration en éliminant les nouveaux venus. Mal lui en prend. Instinctivement, Nasu défend sa mère et élimine son oncle d'un seul coup de poing. Furieux, Vegeta ordonne aussitôt à Nappa de lui régler son compte. Mais ce dernier marque quelques secondes d'hésitation.
C'en est trop pour le prince qui élimine sans l'ombre d'un remords son homme de main le plus loyal. C'est le geste de trop. Profondément choqué par le meurtre soudain de son mentor, Nasu se jette sur Vegeta. Au début, Vegeta domine aisément les débats, mais Nasu se montre cependant plus coriace que prévu, surtout que sa puissance augmente progressivement. Il n'est toutefois pas de taille à vaincre son prince. Les terriens décident donc d'aller l'aider. Tenshinhan prépare le Genkidama, tandis que Yamcha ne reste pas les mains plantées dans les poches. Le combat devient de plus en plus intense et dramatique. Jusqu'au bout, on n'est pas certain de son issue finale. Je vais m'arrêter là en ce qui concerne le déroulement de l'histoire et vous exposer à présent les points forts et les points faibles de Saigo no Son. Pour cela, je risque de dire des spoilers. Si vous ne voulez pas en être impacté, mieux vaut que vous vous rendiez à ce timecode. Les points forts en eux-mêmes sont très nombreux. L'histoire est très élaborée. On sent que Gotenken a pris du temps pour la peaufiner et la rendre la plus crédible possible. Les personnages sont superbement respectés. On reconnaît à merveille le Vegeta du début de Dragon Ball Z, froid, cynique et imbu de sa personne. Mais ce sont surtout la mise en avant de certains personnages que l'on apprécie le plus. Voir Nappa en mentor, c'est franchement chouette. Il existe une belle relation entre lui et Nasu, et c'était d'ailleurs le seul Saiyan à avoir un aperçu de la vraie force du garçon. Le fait qu'il soit tué comme dans l'œuvre originale par Vegeta apporte aussi quelque chose de tragique. On se dit que quoi qu'il arrive, ce personnage est maudit. C'est un vrai coup de force de l'avoir humanisé ainsi, car pour rappel, Nappa n'est pourtant essentiellement qu'une grosse brute dans Dragon Ball. Constat similaire pour Chichi. Dans le manga d'origine, Chichi apparaissait comme un personnage très prometteur, à l'époque du 23e tournoi mondial d'arts martiaux. On pouvait l'imaginer vivre des tas d'aventures aux côtés de Sangoku, et pourquoi pas s'entraîner chez le trio avec le reste de la Team Z. Mais Akira Toriyama a pourtant choisi de le reléguer au troisième plan et d'en faire essentiellement un personnage comique et râleur. Dans Saigo no Son, c'est l'inverse. À défaut de combattre, Chichi se révèle très utile. C'est grâce à elle que Nasu change de camp. Elle fait preuve de courage et apporte un flot d'émotions et de tristesse incroyable à plusieurs reprises. De plus, on sent qu'elle est très attachée également à Sangoku, ce qui n'est pas très visible dans l'œuvre originale à partir du 18e tome. Dans une moindre mesure, la réhabilitation de Yamcha au combat est bien trouvée. Gotenken se sert du running gag à son sujet pour prendre à contre-pied les lecteurs. Loin de tomber le premier, le petit ami de Bulma livre une belle prestation et se montre utile jusqu'à la fin. J'aurais cependant préféré qu'il soit le seul terrien à survivre. Cela me conduit au point faible. Tenshinhan se démène pendant la bataille et son ultime attaque lui coûte tellement d'énergie qu'il est censé mourir d'épuisement. Pourtant, on constate qu'il a survécu. Cela aurait été beau de le voir se sacrifier dans un méga Kyo, surtout que cette technique réputée pourtant si dangereuse n'a finalement jamais coûté la vie à personne. En revanche, à l'inverse, j'aurais aimé que Nasu soit épargné. Certes, le voir se sacrifier un peu de la même façon que son père est très beau au niveau symbolique. Cela lui permet de faire de dignes adieux à Chichi et de se racheter. Mais c'est peut-être un peu trop. N'oublions pas que c'est un enfant qui a été arraché à sa famille pour devenir un tueur de force. Il y a peut-être un peu trop de tristesse dans ce fan manga. De plus, épargner Nasu aurait donné une fin plus ouverte avec de nombreuses possibilités scénaristiques futures. Mais ce n'est qu'un avis personnel. Saigo no Son comprend un total de 157 pages, soit un peu moins d'un tome de véritable manga. Pour une œuvre d'un fan réalisée sur son temps libre, c'est déjà pas mal du tout. Je serais curieux de savoir combien de temps Gotenken a mis pour tout réaliser, car je suis sûr qu'il est plus rapide que certains dessinateurs professionnels de bandes dessinées franco-belges. Les 7 chapitres sont de taille très variable, ce qui est malheureusement un défaut récurrent de l'auteur. Ceci dit, ils sont répartis de façon à ce que chacun raconte quelque chose qui lui est propre. De plus, tous commencent par un flashback de 2 ou 3 pages qui annonce la couleur
et donne des informations précieuses. Gotenken excelle tout particulièrement dans l'art du découpage. Les transitions entre les flashbacks et le présent sont tout particulièrement merveilleuses. De plus, sans égaler l'art d'un Asura ou d'un Gogeta Junior, Gotenken possède un très beau coup de crayon. On sent qu'il s'applique dans ses dessins et qu'il éprouve un vrai amour pour Dragon Ball et ses œuvres. Jamais il ne se fiche de la gueule de ses lecteurs, bien au contraire. Gotenken est également un spécialiste des fins ouvertes. Celle sur son premier fan manga, Ankoku, est restée dans les mémoires. Ici, c'est également une réussite. On a envie d'en savoir plus et de voir Freezer face aux survivants. Mais d'un autre côté, c'est peut-être aussi bien de nous laisser sur notre faim, surtout qu'on imagine sans mal ce qui va se passer à très court terme. À titre personnel, j'ai découvert Gotenken à peu près en même temps que Dragon Ball Multiverse. Je le suis donc depuis environ 15 ans. J'ai lu tous ces fans manga qui sont Ankoku, Namek Saijin Densetsu et 321Y. Et très franchement, tous sont excellents. Vous pouvez tous les retrouver très facilement et de manière gratuite sur les sites dragonball-multiverse.com et fanmanga-dbz.com. Avec Gotenken, pas besoin de surenchère de puissance et de transformation exagérée, mais du pur Dragon Ball à l'ancienne. Derrière Dragon Ball Multiverse, ces œuvres représentent mes fans manga préférés et ils sont, quoi qu'il en soit, 100 fois meilleurs que la merde de Dragon Ball Super qu'on nous balance à toutes les sauces et qui est en train de détruire cette licence qu'on adore. Si tu regardes cette vidéo un jour, Gotenken, je tiens à te dire sincèrement merci et surtout j'espère que tu continueras à nous publier de cette façon d'autres fans manga pendant encore très longtemps. C'était Lozaru, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans la caverne pour une nouvelle chronique.